continue. Alors, la lecture. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Ouais, il était pas, c'est pas un conte sur lequel on peut vraiment s'éclater, j'ai envie de dire. Mais il y a deux, trois trucs qui m'ont quand même assez interpellée en le lisant parce que je me dis, mais attends. Donc, on parle d'une femme qui n'est pas humaine et qui a pour père un homme qui tient un trident. Donc, qui a l'énergie triple. En fait, ce sont des attributs en fait de peuple mélanoderme. Hein? Ça me fait penser. J'espère que je vais retrouver vite fait. Je vais vite retomber sur le truc parce qu'il y a quand même beaucoup. Non, si, non, je retombe pas tout de suite. Attends. Excusez-moi, non, ça va pas. Oh, toi aussi, PC, là. Hein? On va se calmer, là, vite fait. Non, ça, c'est pas pour tout de suite non plus. Non, ça, je suis un peu trop loin. Donc. Ah, je les ai pas vus. Toi, t'es jolie. C'est tout. Bon, c'est pas grave. Non, on continue. On reste sur la lancée. En fait, donc, j'ai terminé, donc... j'ai passé donc les artefacts donc de Mama Wata, donc de l'Afrique australe et de l'Afrique Afrique de l'Ouest. Donc on est clairement dans le culte du serpent en fait, puisque j'ai déjà expliqué dans toute vidéo qu'un serpent, et d'autres personnes ont expliqué aussi dans d'autres vidéos que le culte du serpent est propre aux mélanodermes, qui ne sont pas forcément d'Afrique, puisque toute l'Asie repose sur le culte du serpent, mais un serpent qui vit dans les eaux supérieures, donc dans les cieux, et dans ce cadre-là, on appelle ça un dragon. D'accord? Donc Mama Wata est la déesse des eaux, en fait des eaux primordiales, des eaux terrestres et matérielles, et des eaux immatérielles. Et la preuve par rapport à ça, c'est regarder l'étymologie des prénoms précoloniaux d'Europe, donc des noms gaéliques, etc. Vous avez comme les noms Brieux, etc., etc. Ce sont des prénoms en fait qui, avant la colonisation européenne, Yamnaya, la deuxième vague Yamnaya, et ceux qui n'étaient pas sympas, pas sympas, ceux qui ont fait les dingueries, quoi. Et donc il y a un prénom qui m'a interpellé. Par exemple, le prénom c'est Muriel. Donc Muriel. Et en fait, Muriel, quand on regarde l'étymologie du mot, je ne me rappelle plus exactement, mais en fait, ça fait référence aux eaux supérieures. Donc les eaux, donc ma, en préfixe, fait référence à l'énergie de l'eau. Mama. C'est même le premier nom que des bébés en général disent. Moi, ma deuxième petite, son premier mot, c'est mama. T'as vu? C'est tout. Parce qu'elle vient d'où? Elle vient d'où? Des eaux. C'est tout. Ouais, c'est tellement logique que les gens n'y réfléchissent même plus. Donc c'est pour ça que j'associe la déesse Hathor, la déesse Nut, ensemble, et aussi Mama Wata. Parce que, en fait, c'est la même entité. Elle a des yeux de serpent. Donc c'est un serpent qui vit dans le ciel. C'est un dragon. Elle est le dragon que la population Yamnaya doit éradiquer parce qu'en Europe, les peuples étaient mélanodermes. Donc déjà, à travers les prénoms, vous pouvez les retrouver. Les noms celtiques, etc., vous pouvez les retrouver. Il y a tous ces artefacts qui viennent donc déjà à travers même des drapeaux. Le drapeau de la Sicile, le drapeau de la Corse. Il y a des Vénus partout. Et je vais vous lire un article. Là. Il y a un article, je vais mettre en plus, parce que c'est une vidéo YouTube. J'ai découvert une Vénus supplémentaire que je connaissais pas. Donc il y a la Vénus à la capuche là,
qui s'appelle La Dame à la capuche. Même si on voit très bien que ce sont des tresses qu'elle porte. Hein, enfin, faut vraiment être con pour... Enfin, ça s'appelle de la mauvaise foi. Hein. On est bien... Mais, allez, s'il te plaît. Chut. C'est de la mauvaise foi. Et on vit ça quotidiennement, cette mauvaise foi. J'arrive pas à retrouver les documents. Ok, donc je viens de lire là, donc la petite sirène. J'ai fait comme j'ai pu avec ce texte. Et donc du coup ici maintenant, je voulais donc revenir sur le fait de qui est Hans Andersen et pourquoi son texte est une référence à prendre ou pas. La réponse c'est non. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai déjà pris ça. J'ai déjà pris. Donc, c'est dans les trucs que j'ai préparés. J'ai préparé des trucs. Ah, j'ai trouvé. Il est là. Monsieur Hans Christian Andersen. Ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça, Monsieur Andersen? Donc, tous ceux-là qui ont référence Matrix, je suis désolée. Moi aussi, j'ai kiffé. Hein. Tu jettes ça à la poubelle. Jette ça à la poubelle. Parce que ça, c'est un peu comme les remasterisations de Disney. C'est juste fait pour t'embrouiller parce que les infos qui sont dedans, effectivement, sont correctes, mais elles sont détournées. Détournées. Mais vraiment. Chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, moi, je dis, jette ça à la poubelle. Jette ça à la poubelle. Vraiment. Donc, Monsieur Andersen, donc d'après Wikipédia, on va pas aller très loin. Donc apparemment, donc c'est un Danois qui est né et mort au Danemark. Donc c'est un gars qui est né le 2 avril 1805 et qui est mort le 4 août en 1875. Donc c'est une personne qui a vécu à l'époque du 19e siècle. Le 19e siècle, c'est une période où il y a eu une énorme montée d'intelligence en Occident depuis qu'ils sont partis en Égypte. Première vague, révolution, c'est pas la révolution, c'est la renaissance européenne, hein, sous différents plans. J'ai expliqué dans la première vidéo. Et puis la deuxième, surtout, révolution qui va diviser le peuple occidental pour sortir de l'aliénation religieuse, déjà, grâce au déchiffrage de la pierre de recette de Champollion. Enfin, c'est pas lui, mais lui a déchiffré la pierre de recette. Et finalement, le vol a du bon, hein. Parce que si les gens n'avaient pas volé l'Afrique... Ah, bon. Et donc, du coup, il y a eu, à partir de la moitié du 19e siècle, c'est ça, hein, même. Van Gogh, c'est la deuxième moitié du 19e. C'est Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh, c'est la moitié du 19e, si je raconte pas de bêtises. 1853, effectivement. Moitié du 19e. Et donc, on rentre dans la période qu'ils appellent le romantisme. Mais en fait, le romantisme, c'est du moi, je. Moi, je. Ok. Ouais, pourquoi tu mets autant d'heures pour expliquer quelque chose qui est très très simple que tu peux faire en moins de 30 secondes? Je. Et lui, c'était pas un je, donc forcément, il était marginalisé parce qu'il rentrait pas dans le moule et parce qu'il était déjà en train de préparer quelque chose qui s'est peaufiné au début du XXe siècle, que j'ai expliqué dans des vidéos précédentes avec l'autre là, Freud et compagnie. Lui, il rentrait pas dans ce game parce qu'ils étaient déjà en train de faire ça. Hein. Il y avait le gratin qu'on appelait le gratin français avec Montmartre et tous les intellectuels qui se regroupaient. Et donc, du coup, ils s'échangeaient des informations et qu'ils incluaient dans leurs arts. C'est pour ça que ces œuvres se vendaient des millions. Enfin, aujourd'hui, se vendent encore des millions
ou alors sont conservés. Et en fait, la différence qu'il y a avec Van Gogh, c'est que lui, il rentrait pas dans le moule. Et malgré qu'il n'était pas dans le moule, malgré le fait qu'il n'avait pas les infos du moule, le gars, il avait des œuvres qui étaient supérieures aux leurs. Et lui, il n'était pas dans le fake game. Il n'était pas dans la colonisation mentale. Mais ses œuvres absorbaient ses auteurs. Enfin, absorbaient ses auditeurs. Il avait ce pouvoir attractif qu'eux étaient obligés de machinaliser pour pouvoir attirer l'attention sur leur création. Lui, non. C'était naturel. Voilà pourquoi ils n'aiment pas les gens comme nous. Un peu marginal. Comme ça. On ne rentre pas dans le moule, mais on arrive quand même à attirer l'attention parce que ce qu'on dit, c'est pas con. Même s'il a une maladie, je sais pas, je vais pas rentrer dedans parce que j'ai étudié son histoire un peu. J'aime beaucoup. J'avoue, j'aime bien. J'aime bien ses œuvres. J'aime bien les dessins, donc forcément. J'aime bien. C'est un des rares. Je suis pas fan du tout, mais j'avoue que je l'aime bien. C'est un bon. Ouais, surtout parce qu'il rentre pas dedans. Il rentre pas dans ces trucs-là. Ok. Donc, Monsieur Anderson fait partie du gratin occidental, parce que ça ne concerne pas que la France, ça concerne aussi l'Allemagne, ça concerne tous les peuples en fait qui sont partis piller l'Afrique depuis au moins 200 ans là. 19e, 17e, 19e. Le Code Noir, c'est au 17e. Donc au 17e siècle, on dit que les Noirs ne sont pas des êtres humains. Est-ce qu'on relit le début d'Ariel la petite sirène ? Elle vient d'un royaume de gens qui ne sont pas humains. Est-ce que tu vois où je veux en venir ? Parce que c'est vraiment ça. Parce que, en faisant des recherches sur la façon dont l'origine, enfin, l'antériorité des mythes des sirènes, jusqu'à quand elles remontent. Donc, les plus anciennes sont forcément la source. Et les plus anciennes sont de l'Afrique, en fait. De l'Afrique centrale, donc de la région des Grands Lacs, donc Mama Wata Congo avec un K. C'est la plus ancienne. Puisque elle va inspirer l'Égypte antique à travers Hathor, à travers Maat. Ah ouais. Ah ben oui, chouchou. Attends. Regarde comment est représenté Maat. Ma'at. Donc, M-A, donc qui symbolise l'énergie de l'eau, comme mama, et at. En anglais, ça fait référence au temps. Maintenant, il faudrait voir dans les différentes langues africaines, mais la façon dont va être représentée Maat, la déesse Maat, va être représentée avec une robe en forme d'écaille. C'est quoi qui a des écailles ? C'est des poissons. Et avec des ailes. T'as entendu l'histoire de la petite sirène ? Donc tu crois que Monsieur Hans Andersen, il a sorti son truc d'où là ? Après que Champollion ait déchiffré les trucs, hein ? Ah ben oui. Je crois que c'est en 1815 ? 1814 ? Donc il débarque. Donc ça je crois que c'est en 91. De 91 à... Non. Ouais si c'est de 91... Non, c'est parce que je confonds avec les trucs. Il débarque, la bataille, non, la campagne d'Égypte, c'est 1798. Donc de 1798 jusqu'à 1804, 5, où Champollion retourne en France, il étudie ces trucs-là parce qu'il prend des dessins, il a pris des notes et tout, ils étaient blindés, hein, blindés. Napoléon perd la bataille d'Égypte, contre les batailles navales, parce que là c'était en mode de toucher-couler, avec l'Angleterre. Et donc c'est pour ça hein, que le livre de sortie, la sortie du jour, appelé le livre des morts, se trouve à Londres. Pourquoi pas en France, puisqu'il y a le Louvre, et qu'en plus de ça, c'est Napoléon qui a débarqué là-bas. Mais non, c'est parce qu'il a perdu la bataille d'Égypte. Donc finalement, ce n'est que de la politique. On est là, c'est le côté géopolitique du bazar. Un gros bordel. Et parce que ça a un impact et
une compréhension qu'il faut avoir pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui en géopolitique dans cette région-là. Égypte, Israël et compagnie. Même Turquie, hein, ça englobe ça aussi, hein. Parce qu'il y a eu des protectorats, nanani, nanana, qui n'ont pas été respectés. Et puis on change quand il y a des traités de Versailles et compagnie. Enfin voilà, je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas mon domaine. Mais ça parle de ça. Donc Monsieur Anderson a une drôle d'inspiration. Enfin, je sais pas c'est quoi qui l'a... Enfin, c'est ça qui les a inspirés. Et ils se sont tous pris leur source à l'Égypte. Parce que, effectivement, Maat représente cette fameuse sirène. Sauf que elle, ben, regarde, elle n'a pas une queue de poisson, elle a des jambes. Peut-être parce qu'on ne parle pas de ce style de poisson qui se trouve dans le H2O. Parce que peut-être qu'on parle d'une autre eau, d'un poisson qui vit dans des autres eaux. C'est peut-être juste des symboles, des codes. Et là, ça devient plus logique. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est compréhensible. Voilà pourquoi elle est associée à Hathor, avec les cornes, quand la déesse Maat a sa robe en forme d'écaille, et qu'elle est surtout représentée en noir. Noir, et ses écailles sont en or. Elle représente le nombre d'or. Donc, c'est la fameuse spirale. Et observez les animaux qui vivent dans la mer, à quel point ce symbole de la spirale est représenté. Il n'y a pas une autre chose, un autre phénomène qui existe dans l'existence, qui est en forme de spirale. Ah si, les galaxies, t'as vu ? Ah ouais, quand même, hein. Une galaxie, c'est quoi? C'est l'espace, non? Ah oui, donc c'est nous. Ah, t'as vu? Ok. Et en fait, c'est une façon d'absorber l'énergie des peuples colonisés, parce que surtout la France, enfin là, ici, c'est Hans Andersen, mais disons que, on va dire, les pionniers coloniaux, donc Angleterre, Portugal, Espagne aussi, mais ça c'est plus pour les Amériques, donc Angleterre, Portugal, Espagne, Belgique pour le Congo, et la France, vont alimenter tous les autres pays coloniaux. Et puis c'est ça, hein, les guerres monarchiques, c'est que finalement tout le monde va avoir sa part de gâteau. Moi j'ai mon gâteau à moi, mais c'est moi qui l'ai préparé moi-même. Ça vient de mon énergie. Tu vois, c'est pas la même chose. Soit. J'ai pas rentré dans... j'ai pas envie de chauffer. Donc, voilà. Donc le contexte qui permet l'écriture de ce type d'ouvrage ne peut pas venir d'ailleurs, parce que il y a des contes, des histoires populaires d'Europe qui font référence du coup à des créatures qui ressemblent, qui sont des sirènes, ce sont des femmes poissons. Mais le nom n'est pas sirène. Alors il y en a différents, j'en ai trouvé. Ça, j'ai eu une conversation hier avec, avec l'IA de Google qui m'a donné 2-3 petites infos. Je me dis, ah ouais, quand même, t'as raison. Pourquoi pas? Et donc, du coup, il y avait... Putain, j'ai pas pris. Désolé, purée, j'ai pas pris. J'ai pas pris, parce que j'ai pas pris les photos. Toi aussi, là. Si, j'ai pris les photos. J'ai pris les photos. Alors, on revient. Donc, ma petite conversation avec l'IA. Non, c'est pas celle-là. Non, c'est pas ça. Donc, il y a les sirènes. Donc, comme je viens d'expliquer, donc, le récit de Hans Andersen, qui lui-même avait été inspiré d'un autre conte germanique qui parlait de Nyx. Et des Nyx, en fait, dans la mythologie germanique, ce sont des ondines. Des ondines. Est-ce que tu te rappelles ce que j'ai expliqué au début de la première vidéo de cette série-là, concernant Ariel, concernant les sirènes et de Mama, en fait, concernant Mama Wata. Elle est la mère des eaux, mais on parle des eaux terrestres et célestes. Donc ça veut dire que c'est les eaux les eaux représentent l'énergie de la vie, celle qui va donner la vie. Donc le soleil ici dans lequel l'étoile que nous appelons soleil est née dans des eaux aussi. Les eaux de sa mère qui est l'étoile Sirius. Mais qui va être portée
dans une région de l'espace qu'on va appeler donc une pouponnière d'étoiles qui se trouve dans la constellation d'Orion. Et là, tu comprends pourquoi il y a un lien avec l'Égypte. Et ça, donc ça c'est l'autre vidéo, l'explication scientifique concernant le conte de Blanche-Neige. Et donc, du coup, tu te dis... Et ça m'a fait même tilter, même aux hippocampes. Alors, il y a une putain de propagande. Je crois que c'est peut-être LGBT, je sais pas. Tu dis, ah, mais tu vois que des hommes enceintes, ça existe. Et là, faut arrêter ça. J'ai essayé de trouver une vidéo, j'ai trouvé la moins médiocre. Parce qu'ils n'arrêtent pas de te mettre une info qui est fausse. De dire que les mâles hippocampes font des bébés. C'est faux. Tout le pouvoir créateur se trouve dans le corps féminin. La conception et la réalisation des embryons se font dans le corps féminin. Maintenant, la seule chose qui se passe, c'est que la femelle va prendre sa portée d'œuf et va la déposer dans une poche, dans une cavité du mâle, où il n'aura qu'à faire des mitoses. Il faut vraiment faire attention à ça. La mitose, c'est-à-dire une multiplication cellulaire. En gros, il fait rien. C'est pas méchant, mais c'est vrai. Il ne fait rien. Tout ce qu'il fait, c'est... Enfin, si, il fait quand même quelque chose, il faut arrêter. Redescends, maman. Il donne de son énergie pour pouvoir permettre à ses œufs, à ses enfants, de croître. C'est tout. Mais le pouvoir concepteur se trouve dans le corps féminin. Arrêtez ça. C'est une putain de propagande. Mais ça va pas. C'est hallucinant. Heureusement que j'ai vu des documentaires il y a des années d'ici. Parce que si j'avais regardé les documentaires d'aujourd'hui, je me dis, ah ben si, ça existe des hommes enceints. Regardez les hippocampes, la nature te montre quelque chose. Non, la nature, elle est très claire là-dessus. Le pouvoir concepteur, il est dans le corps du féminin. Chute ta bouche. C'est tout. Cherche pas plus loin. Par contre, le mâle contribue beaucoup plus que dans d'autres espèces. On est bien d'accord. Il participe un peu plus. Ah, lui, il donne de sa personne. Tu vois? Ah, il donne de sa personne. Non, il y a les comment ça s'appelle? Les mantes religieuses aussi. Il donne sa tête. T'as vu? C'est déjà pas mal, t'as vu? C'est pas mal. Il donne sa tête. Ok, on continue. La petite parenthèse sur les hippocampes. Allez, quoi. Bah ouais, parce que forcément, Ariel, la petite sirène, je sais pas si t'as vu dans le Disney, il y a le gars, là, qui suit toujours le roi Triton, là. C'est un hippocampe, hein. Tu vois, donc, voilà, on reste dans le thème, même si Disney, là, on commence à mettre de côté, parce que c'est une putain de poubelle, ce truc. Donc, les Nix, donc ça appartient au panthéon de la mythologie germanique. Mais tu te dis, mais attends, ce sont des Germains. Attends, parce que ce sont des ondines, et des ondines, ce sont des... Donc, je lis ce que l'IA a donné. Les légendes des ondines ont inspiré de nombreux artistes, notamment des compositeurs, donc des gens occidentaux, qui font de la musique classique. Et donc, en résumé, les légendes des ondines proviennent de différents contextes, de la mythologie germanique à la littérature classique, et elles ont été largement influencées par des contes populaires. Donc, des contes orales. Il y avait un truc qui m'a fait pouf, et je me suis dit, ok, c'est bon, c'est réglé. Elles représentent souvent des créatures enchanteresses liées à l'eau, qui peuvent être dangereuses. Alors là, on est dans la définition des Yamnaya. Ou au contraire, offrir des pouvoirs magiques ou l'immortalité. Rien que ça. C'est pas son pouvoir à elle. Quand on parle d'ancêtres méritants, ce sont des gens qui deviennent immortels. Parce que la mort n'existe pas dans le panthéon africain. Donc tu deviens un ancêtre méritant, donc c'est-à-dire que tu deviens immortel. Donc pour les Occidentaux, ces entités féminines magiques, donc qui ont des pouvoirs,
pousse les hommes aux pires choses je sais pas comment ils disent, Mama Wata, donc elle pousse les hommes dans les abîmes. Il y a le clip aussi le clip de l'autre petit lapin là, l'espagnol, Enrique. Tu vois ça? T'as vu? Voilà. Mais il y a un truc bizarre aussi dans ce clip. Je me suis dit, mais attends. Ah ouais, regardez le clip, c'est romantique, il est amoureux d'elle et tout, et il la suit et tout. Mais quand tu suis une femme comme ça, tu la harcèles, chouchou. Faut arrêter ça. Et ça fait référence aussi aux dragons. Parce que là, ils sont en pleine fête chinoise, là. C'est la fête du Nouvel An chinois. Et là, du coup, il faut étudier le panthéon de la Chine et tout. Et là, tu comprends des trucs, tu te dis, ah ouais, donc c'est un dragon. Mais il représente le dragon comment? Comme une femme. Bon, il la représente blanche, c'est l'industrie qui oblige. Ok. Et la femme, là, c'est une sirène, elle retourne dans l'eau. Et puis le gars, il est là, à la fin du clip, il est là, il la regarde, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gars, genre, ils étaient dans la... C'est ça, la mauvaise réputation de Mama Wata. Genre, la meuf, donc ils sont dans une chambre d'hôtel, là, ils ont fait du mioxage, forcément, le gars, il ressort, il est trempé. Ah ouais, c'est possible? Ouais, c'est possible, je te jure, c'est possible. Mais le gars, il est trempé. C'est comme si, genre, il venait de l'eau. Ouais, parce qu'elle t'a foutu le feu, chaton. Tu comprends maintenant? On parle pas de l'eau H2O, là. Enfin, si, ça va te donner de l'H2O. Mais on parle pas de ce type d'eau-là. C'est un truc qui te donne le feu, chaton. Parce que le dragon, c'est ça, hein. C'est l'énergie du feu. On parle pas de n'importe quel feu. On parle de genre de feu qui peut te donner des bébés. T'as vu? Chouchou. Et c'est pas là où je veux en venir. Mais ça fait référence à toutes ces petites choses-là. Parce que Hathor est la déesse de l'amour, de la beauté, de la connaissance, mais elle est aussi l'énergie de la connaissance sexuelle. Et là, quand tu vas en Amérique, il y a le culte du bison blanc. Celle qui apporte la connaissance, qui se transforme en femme et qui apporte la connaissance aux hommes, qui est symbolisée par la pipe là qui font le genre comment ils font là le calumet de la paix. Donc c'est l'énergie qui apporte la paix. Et quand tu es dans l'énergie de la paix, tu es dans l'énergie de quoi? Tu es dans l'énergie de la mat, celle qui apporte l'équilibre psychique, l'équilibre social aussi. Et dans ce mythe de bison blanc, il y a un détail qui m'interpelle beaucoup, où au début du mythe, de l'histoire, c'est un bison qui débarque de nulle part. Genre il y a un éclair, et puis le bison apparaît. Et il y a deux hommes qui sont là et qui voient ce bison tout blanc et qui est beau. Le blanc représente les ancêtres. L'énergie ancestrale. Et donc forcément la connaissance, puisque sur le plan scientifique, c'est juste ça. Quand vous avez des globules blancs, c'est pas référence à ta couleur de peau, hein, chaton. Arrête ça. Les globules blancs, ce sont des entités cellulaires qui ont l'héritage génétique, donc l'ancienneté de ce que tes ancêtres ont vécu et qui donc te permet de combattre des virus et des bactéries nuisibles à ton organisme. Tout n'est que fractal. Et là, tu commences à capter le bazar, chouchou. Quand on parle de blanc, on parle pas forcément des blancs de couleur de peau. Et encore, vas-y pour y arriver, hein, chouchou, parce que si t'es blanc, t'es un cadavre. Ils sont pas blancs, ces gens. C'est ici, hein, c'est le mindset, chouchou. Je continue sur ma petite conversation avec Lia que j'ai eue hier. Donc la littérature classique, donc les Ondines, l'adaptation moderne. Donc les Ondines ont été décrites dans les œuvres littéraires classiques comme les Métamorphoses d'Ovide. Et donc là, et là tu commences à trouver la source. Tu commences à trouver la source de l'influence de cet artefact, de ce, comment dirait Jung, de ces, j'arrive pas à revenir sur le mot. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, sur le fait que il y a une origine. Donc, les peuples germaniques, Yamnaya, étaient ce qu'on appelait les barbares en Europe. Ce sont les gens qui débarquaient et qui massacraient tout le monde. Des peuples patriarcaux en fait, ils s'installaient en dépouillant des peuples. Donc, ils s'installaient quelque part, ils avaient massacré tout le monde, et puis ils prenaient la place des gens qui étaient là. En fait, les Yamnaya, quoi.
Puis ils gardaient les femmes, c'était des trophées. Ils leur faisaient des enfants, nanana, puis ils gardaient les fils pour les rendre des guerriers de leurs troupes. Et puis c'est tout. À quel moment tu penses qu'un peuple qui a des comportements comme ça vont créer des contes, des histoires populaires qu'ils vont raconter à leurs enfants pour aller faire dodo, des histoires où il est question de femmes qui sont magiques, bienveillantes et bienvenues. Non, c'est pas possible. Tu le sais très bien que c'est pas possible. Donc, il veut dire qu'il y a une origine antérieure au mythe germanique concernant les sirènes. Et là, ici, l'IA vient de te donner la réponse, en fait. Les métamorphoses d'Ovide. Je l'ai étudié en cours. Hein. Putain, je l'ai étudié en cours. Purée. Mais là, comme ça me sort pas. J'ai pas les métamorphoses. Attends. D'Ovide. Métamorphose d'Ovide, ici. Je sais plus trop. Attends. Je sais que ça fait ça a référence avec les femmes. Des femmes. La création du monde, la naissance de l'homme, les 4 âges de Crémulin, le déluge, Décathlon, Pyrrha, Apollon et Daphné, l'audace de... Ok. Jupiter amoureux de Junon et Junon jalouse. L'imprudence de... Ok. En fait, donc voilà. Donc ce qu'il y a même antérieur, donc à la période, parce que je me demande bien... Non, c'est l'Antiquité aussi, hein. C'est la fin de l'Antiquité, en fait. Parce que je sais qu'il y a... Je vais pas rentrer là-dedans, c'est pas l'objectif, sinon je vais m'éloigner du truc. Ok. Donc, donc la publication originale donc, des contes d'Ovide, donc c'est 8, donc c'est le 8e siècle. Non, c'est pas possible. Donc, 1er siècle, non. Ça a l'an 8. Donc, l'an 8 après Jean-Claude. Donc, du coup, ça veut dire que, étant donné, parce que je pense que même Pythagore, il date de quand, lui? Ah ouais, chouchou. Et là, c'est important. Pythagore, donc lui, le gars, il vient de 500... On est à presque à 6 siècles avant Jean-Claude. Donc, en fait, ça veut dire que tout le monde intellectuel, philosophique, de la Grèce, de l'époque, vient de l'Égypte antique. Donc, quand je me dis que, en fait, l'Occident a schématisé, donc il y a 2 sources. Il y a la source des peuples premiers européens qui étaient mélanodermes et qui donc ont pris ces cultes-là qui viennent d'Afrique et qui sont en Afrique et qui sont encore aujourd'hui, en 2025, en Afrique, en Europe, pour structurer leur société, donc dans un équilibre. Et c'est vraiment ça, quand je parlais des contes dans les premières vidéos, quand je parlais du conte de La Belle au bois dormant, etc., c'est vraiment des contes qui ont été créés, même si on parle de sujets qui sont très sensibles, de choses pour stabiliser l'équilibre mental de leurs enfants, qui vont devenir après des adultes, et qui vont structurer une société qui sera équilibrée. Donc la société est basée vraiment sur l'équilibre. Je suis désolée, à quel moment tu vois ça ici? Des gens équilibrés. À quel moment? Il y a 15 jours d'ici, j'ai dû aller répondre à une plainte que mon ex-belle-mère a déposée contre moi parce que j'avais bazardé le fait qu'elle avait tout fait pour me faire avorter. À quel moment tu trouves que c'est des comportements équilibrés? Ça plus tous les autres là, mais que je ne vais pas expliquer maintenant parce qu'ils sont capables de s'en prendre à mes gosses. À quel moment tu te dis que ça c'est équilibré? Et après, moi on me reproche d'avoir choisi ma culture, le Congo avec un K, pour éduquer mes enfants. Ben c'est ma nature, chouchou. C'est mon sang. À quel moment j'ai pas le droit? Ici en Europe, ils font des débats. Est-ce qu'elle peut porter le voile? Elle peut pas porter le voile? Elle peut porter la burqa? Oui, non, oui, non. Parce qu'il faut respecter leurs droits. Hein. Mais quand t'as un Congo avec un K, tes droits ne le respectent pas. Et même chez toi. Ça va pas ou quoi? Mais c'est toi qui as un problème. Hein. Tu vois le racisme partout. Faut arrêter ça. Hein. Sinon tu risques de faire du mal à tes enfants. Ah mais qu'est-ce que tu vas leur mettre dans la tête? Ah c'est vrai que c'est mieux de leur donner Disney. Hein?
Hein? Chouchou. À quel moment ça s'est équilibré? Donc, je redescends. redescends, maman. Ouais, je redescends. 2 secondes. Donc, sans compter que Pythagore, tu sais bien qui c'est, hein? Hein? Bien sûr. Comment il s'appelle? C'est le papyrus de Rhin, c'est ça? Ok. C'est très équilibré tout ça aussi. On est bien d'accord. Donc, même l'IA de Google me confirme que les adaptations modernes comme La Petite Sirène d'Hans Christian Andersen ont également contribué à leur popularisation. Donc ça veut dire qu'en fait, eux ont été puisés là-bas. Mais eux là-bas, là, de Grèce, ils ont été puisés en Égypte. Et des contes populaires. Ben oui. Et quand tu rejoins les deux là, ceux qui étaient en mode ici, 17e siècle, on est des putains de lumière de je sais pas où, je sais pas d'où. Les noirs sont des biens meubles. Ils se rendent compte, et c'est ça, hein. Écoutez le discours de Champollion. Ils sont au courant de ça. Et là, je suis en train de vous expliquer ce que Champollion était en train de décrire quand il dit, à un moment donné, dans une déclaration, qui dit que, et même le comte de Volney, qu'il explique que même jusqu'à l'usage de la parole, ils doivent ça aux nègres. Parce qu'eux savent en fait qu'en Europe, avant eux, il y avait ces noirs qui avaient cette continuité de ce qu'il y avait déjà en Égypte. Il y a un lien entre ces peuples que je viens de vous expliquer avec Blanche-Neige. Il n'était pas facile à trouver, mais je vous jure que c'est ça. Mais pour ça, il faut récupérer des notions scientifiques. Voilà pourquoi ils ont scindé les choses. Ils sont obligés de scinder les choses. Ils font ça tout le temps. De toute façon, c'est leur technique. C'est l'unique technique. Ils divisent pour mieux régner. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et alors, du coup, les gens sont tellement stupides que ça paye. Ça paye de dingue. Ça paye, mais vraiment de dingue. Oh, c'est dingue. J'étais en train de monter juste avant de commencer les vidéos, mais là, c'est en train de me remonter au nez. Moi, je vais bien terminer ma nuit. Tracasse. On va péter tout ça. Chouchou. Et donc, l'Égypte, à travers Maat, à travers Hathor, qui va représenter l'énergie de l'eau. C'est pour ça qu'Hathor est représenté en bleu aussi. Hein. Elle représente les vivants et les morts. Alors du coup, moi j'ai envie de te poser la question, alors à quel moment ces gens sont partis là-bas? Parce que c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Et il y a un truc aussi, ça aussi j'ai précisé, mais je le détaillerai dans ces vidéos spécifiques. Il y a un truc de dingue. Alors ici, je ne sais pas si j'ai je vais vite faire un petit... Il y a déjà ça. Je détaillerai quand je vais reprendre les recherches sur ce livre-là. Alors ici, vous avez un symbole qui représente, je ne sais pas si on voit bien, vous avez ce symbole-là qui est un symbole qui vient du Cameroun, que je ne sais plus quelle marque de luxe a repris. Ça vient du Cameroun. Mais allez, toi aussi. C'est un temple, hein. Donc c'est un temple du Yucatan, au Mexique, qui a des symboles sur leur monument qui ressemblent, qui sont des symboles qui viennent du Cameroun. À quel moment? Il y a aussi la coudée royale en or. J'expliquerai ça, mais moi j'ai halluciné quand j'ai vu ça. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, on prend trop les gens pour des cons. Et en fait, j'étais en train de me dire, vraiment, hein, est-ce que ils n'ont pas déporté des Africains d'Afrique en Amérique pour être sûrs que les gens ne fassent pas le lien entre ces deux peuples, sachant que c'était le même peuple? Je détaillerai ça dans une autre vidéo, mais t'as vu comme ça monte direct? C'est pas possible. Il y a des momifications, il y a des temples sous forme pyramidale. Hein. Donc ici, c'est le 78. Donc le temple du Yucatan au Mexique. Et alors ici, la 79, c'est Chichen Itza, le temple des guerriers de conception toltèque entouré de salles hypostyles dites des 1000 colonnes. Je vous montre à quoi ça ressemble. Je vais détailler ça plus tard dans les vidéos parce que c'est une putain de bombe. T'as vu comme ça me chauffe direct.
Chouchou. Alors, je vous montre, ça, c'est ici. Et donc, en fait, en général, vous avez donc ici, c'est une grande place. Donc, il y a plein de colonnes. C'est bien dans les... comment ça s'appelle les arts martiaux asiatiques, t'as vu? Ici, on est en Amérique, chouchou. One Crew. Alors, ici, donc, vous avez un escalier et tout. Et donc, vous atterrissez là-bas. La structure des temples, parce qu'il y en a plein ici. Hein, plein de temples qui sont détaillés. Il y a plein de structures de plein de temples. Et en fait, ces espaces dédiés aux entraînements des guerriers, les guerriers, ce sont des peuples qui protègent le royaume. Ce sont des gens qui protègent l'entité qui fait office de maison, grande maison où vit un peuple. Là, vous savez quoi? Vous avez exactement la même structure des temples en Asie. Partout en Asie. Partout en Asie. C'est ça que je vous ai dit, il y a les temples là. Et il faut que on va terminer là ici avec les contes et tout, avec l'explication donc d'Hathor, donc la représentation scientifique de qu'est-ce que ça représente réellement en fait. Et après on va partir là-dedans. Parce qu'il y a un truc que j'ai remarqué donc avec et que j'ai vu aussi au Louvre, c'est qu'en fait il y a deux styles de représentation de vases. Il y a les vases sous forme circulaire comme ça, qui vont souvent représenter des femmes, une entité féminine. Et puis, donc, dans notre... J'ai mis un short. Je vous ai dit, donc ça date, hein. Ça date. Il faut qu'on va commencer. Il faut qu'on en parle. Il faut discuter de ça. Il faut que des gens fassent des contenus là-dessus, parce que c'est super important. Parce que là où ils ont essayé de nous diviser, la seule façon de contrer ça, c'est de nous rassembler. Vraiment. Et donc ici, là, vous avez une vase qui ressemble... Vous avez les pots, là, les pots à bière. C'est les gars qui boivent ça. Ah, j'avoue que les femmes aussi, un peu, quand même. Mais donc, du coup, je suis en train de me dire, est-ce que, quand on veut représenter quelque chose qui appartient à l'univers masculin, on va représenter le vase sous forme linéaire. Et les ondes dans les plasmas, parce qu'il y a des ondes linéaires et des ondes circulaires, donc on est bien là-dedans. Parce que tout n'est que fractal et l'univers étant représenté comme la déesse Nut, ça veut dire qu'elle a cette entité, parce qu'elle a l'entité féminin et masculin. L'entité masculin, là, c'est le soleil finalement qu'elle absorbe et qu'elle accouche. Dans le sens, en fait, il y a toute une symbolique et tous des codes qui, quand tu observes la science, le monde scientifique, physique, astrophysique, tu te rends compte que ce n'est pas que ça. Et même sur le plan physique terrestre, et là, du coup, ça devient intéressant d'étudier comment fonctionne une vache. Parce que là, tu vas comprendre. Est-ce que tu savais que la vache avait 7 estomacs? Elle mange quoi, la vache? De l'herbe, non? De l'herbe, c'est quoi? Des végétaux. Quelle couleur? La chlorophylle? Verte. Grâce à quoi? Les mitochondries. Oh! T'as vu? Il faut aller jusque là, chouchou. Et donc ici, la représentation, donc c'est un guerrier des peuples premiers des Amériques. Donc là, on est au Mexique. Il n'y a pas que le Mexique. Hein. Il y a plein de différents temples. Il y a le Pérou et tout. Mais ici, donc, et donc, il est représenté avec un short qui, bizarrement, a les symboles, les carrés comme ça, là, qui représentent le peuple cubain du Congo avec un K. Avec un K aussi Cuba. Et étrangement, cet homme qui est en train de danser avec un serpent a une queue, comme une queue de singe, t'as vu? Et en fait, il est appelé l'homme jaguar. Donc les guerriers sont les hommes jaguars. Et les jaguars sont des panthères. Pas mal quand même, hein? Moi, j'aime bien. Avec tous les hiéroglyphes et tout, il faudrait savoir les lire. Hein. En fait, j'ai un blocage au niveau du cerveau parce que j'arrive pas à les étudier parce que j'ai vu un documentaire. Je crois qu'on en a déjà parlé dans une précédente vidéo où ils expliquent un peu comment bah là, du coup, pour le coup, les Espagnols,
permettent aux descendants autochtones, qui sont encore par exemple, certains qui vivent dans les régions d'Amazonie, etc. Donc c'est pas forcément que pour les Mexicains, hein, ont cette tendance à permettre aux descendants, donc aux américo-descendants, des peuples qui ont été génocidés et massacrés et colonisés, de pouvoir avoir accès à leur culture. Et à la fin de ce documentaire, je crois que c'était un documentaire TV5, on voit une petite fille, il clôture, mais c'est une dinguerie ce documentaire. Et on voit une petite fille qui remercie les Espagnols, donc les scientifiques qui sont là, qui déchiffrent les hiéroglyphes, qui redessinent aussi. Hein. C'est pas que déchiffrer, hein. Ils redessinent les hiéroglyphes. Et elle remercie donc ces gens qui font ces recherches pour qu'elles puissent se reconnecter à la culture de ses ancêtres. Ce documentaire, il m'a fait mal. Comment t'instrumentalises des gosses? Ah oui, non, du tout. En fait, là maintenant, je t'avoue que j'en ai vu d'autres. Ok, on continue avec les ondines. Donc, de nombreuses variantes de légendes ondines existent souvent transmises oralement de génération en génération. Elles sont également reprises dans des contes de fées comme l'Ondine de l'étang des frères Grimm. Ok, c'est bon. Donc, symbolisme et signification. Créatures élémentaires. Les ondines sont considérées comme des créatures élémentaires liées à la nature et à l'eau. Si vous vous rappelez, dans Zelda, hein, truc, je sais plus quoi, enfin, le classique, là. Pas toutes les autres versions, là, la Super Nintendo, là. Le truc, là, avec la petite Zelda. Et donc, le petit Link, là, qui se réveille parce que Zelda lui envoie un message par télépathie parce qu'elle a été kidnappée par un vilain méchant qui a pris en otage le royaume, enfin le palais d'Hyrule. Tu vois, ce Zelda que j'ai tapé aussi dans ma truc parce que il y a des symboles dedans, c'est une dinguerie. Ah, la Triforce et tout, là. Soit. Et en fait, l'ondine des étangs aussi, je voulais expliquer parce que ça fait aussi référence dans la culture shintoïste du Japon. Il y a un monument, je sais plus le nom, faudrait que je remette cette vidéo en ligne que j'avais mis cet été mais que j'ai retiré. Je sais même plus pourquoi. Soit. Et en fait, donc les kami, qui sont les divinités fondatrices du Japon, ont créé des temples, donc des espaces où vivent des entités qui protègent donc les temples. C'est pour ça qu'ils mettent des espèces de grandes portes qui ne sont pas tenues par des murs. Hein. Donc c'est des grandes stèles comme ça où vous avez la forme qui ressemble au toit des maisons asiatiques. Parce que même au Japon, c'est la même chose. Et en fait, ça symbolise le Jed. Donc c'est l'énergie qui va se quantifier dans un espace. Et puis là, tu peux rentrer dans tout ce qui va être, je sais plus comment on appelle ça, les énergies des espaces confinés. Ça porte un nom. C'est chinois, ça, je sais plus. Soit. Je crois que vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, ça veut dire que quand tu passes une porte, et j'avais fait le lien dans cette vidéo-là avec les dolmens qui sont la même chose. Ce sont des portes. En plus, il y en a une tout près de chez moi, j'ai vu. Je sais pas pourquoi, je vais aller voir. Ils ont tapé des trucs de la guerre et tout. Loin de moi de me moquer ni de critiquer des morts parce que ça fait pas partie de ma culture. On ne néglige pas et on ne se moque pas et on ne se joue pas de la mort. On ne peut pas. Donc, mon peuple et moi, on reste droit dans nos bottes. Là où tous les peuples qui sont colonisateurs, qui ont fait des conquêtes, vous êtes déjà hors piste. Le game, il est terminé pour vous déjà. Juste pour ça. Parce qu'on ne joue pas avec la mort. D'accord ?
Mais moi, il y a quelque chose qui me dérange profondément, en fait, dans cette exhibition des morts, par exemple, des 2 guerres mondiales. Il y a un truc qui me dérange. Et ça, depuis que je suis petite, c'est pour ça que j'ai fait autant de recherches, là. Il me dit, il fallait que je comprenne, parce que pour moi, c'était pas normal. C'était pas normal. Ah, j'ai compris, hein, mais ça, on peut pas en parler sur les réseaux. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont déjà compris. Soit. Et donc les ondines, voilà. Et donc, ce sont des créatures liées à la nature et à l'eau, parce que ce sont des fées aussi. Et donc, c'est ça que je voulais faire le lien. Donc, avec le Japon, là, je me suis un peu égarée. Parce qu'en fait, ça fait référence au fait que à la surface de l'eau, quand le soleil rentre en contact avec les... Donc, quand les ions rentrent en contact avec l'énergie de l'eau, il y a un phénomène qui se passe qui est appelé... Oh, je me rappelle plus de la vidéo. J'avais fait une vidéo qui en parlait en plus. Ça parle d'un truc bien précis. Je crois que c'est avec les feux follets. Il y a un truc dans le genre, je sais plus quoi. Mais en fait, c'est une réalité scientifique. Et pour ça, il faut comprendre les spécificités de l'eau. Il y a un truc qui se passe au niveau de l'eau, au niveau de la surface de l'eau et au niveau aussi de l'électromagnétisme, donc de l'électricité. Et je vous renvoie vers la vidéo qui parle donc des spécificités de l'eau. Il y a un documentaire d'un vieux monsieur qui parle en anglais comme ça. Le gars, il fait même une expérience où ils mettent des électrodes dans 2 pots d'eau qui sont proches mais qui ne se touchent pas. Et puis, à un moment donné, ils mettent un courant électrique dedans. Et vous voyez qu'il y a un pont qui se fait entre l'eau, les molécules d'eau. Et en fait, il y a ce qu'on appelle donc la zone d'exclusion. Donc, et en fait, ça parle juste du plasma. C'est le 4e état de l'eau, c'est l'énergie plasmique. Voilà pourquoi le plasma est très intéressant à étudier et qu'il faut l'étudier. Ça donne des propriétés de dingue dans plein de domaines. Puisque l'eau, c'est la vie. C'est l'encre. Bah oui. Et ça représente les attributs du féminin. Désolée les gars. Soit. Elles sont souvent décrites comme étant enchanteresses avec des chants qui attirent les hommes vers leur perte. Ça, c'est définition coloniale. Pourquoi ? Parce que, en plus de ça, il y a même une référence avec l'Égypte. Hathor, c'est la déesse de la musique. Et beaucoup de ces prêtresses, comme je suis allée voir au musée du Louvre, avaient en forme de cistre un micro. Donc ça sous-entendait qu'elle chantait. Mais tu dis un micro, mais il fonctionne avec quelle électricité ? Elle est la déesse de la connaissance aussi. Hein. Et elle est représentée sous forme carrée, parce que la notion du cube, et la notion du cube fait référence au 7 système cristallin. Il faut étudier ça. Je vais commencer à étudier parce que là, franchement, j'arrête pas de le dire, mais il faut vraiment que je vais m'y mettre. Hein. J'ai mon programme, je suis mon programme, je suis toujours dedans. Voilà. Peu importe mes problèmes personnels, je reste dans mon programme et pour l'instant, je suis fidèle à mon programme. Par contre, je prends le temps que je veux. Parce que ça fait partie de l'exercice aussi. L'exercice dans l'exercice. Donc, acquisition de l'âme. Certaines légendes racontent que les ondines, n'ayant pas d'âme humaine, doivent épouser un humain pour l'obtenir. Bon, là, on est plein dedans dans le colonialisme. Ce sont des références coloniales. Pourquoi ? Parce que depuis le XVIIe siècle, la France et certains autres pays d'Europe se trouvent en Afrique en train de déporter des humains qui ont pour culte le culte du serpent, mais pas le serpent de H2O. Aussi, hein, mais le serpent du ciel. Et un serpent du ciel, c'est un serpent dragon. Et donc les entités femelles sont des entités serpents. Pourquoi ? Parce que aussi en Égypte, le Raus, donc le serpent qui sort de la tête comme ça là, qui représente le 3e œil, qui est l'énergie de la connaissance, est une entité féminine. Vous allez en Asie, vous avez Kundalini, c'est une déesse serpent qui t'apporte la connaissance et l'équilibre pour te permettre l'élévation spirituelle. Des chakras. On va dire des chakras. Et tes chakras, c'est quoi ? Ce sont des roues, des cercles. Le cercle, c'est quoi ? L'énergie féminine, chaton.
Tu sais pourquoi? Parce que mitochondrie, chouchou. C'est tout. C'est tout, va pas plus loin. Ah, ça fait du bien. T'as l'impression que je tourne en rond, mais je suis en train de compléter et vraiment de peaufiner, mais c'est une dinguerie. Je trouve ça vraiment bien. En fait, si vraiment tous les hommes de cette terre avaient cette conscience et cette connaissance-là, comme je l'étudie depuis toutes ces années, je vous garantis qu'il n'y aurait plus une seule femme qui souffre sur cette terre. Et que les femmes seraient vénérées à leur juste valeur. C'est-à-dire comme des divinités. Alors aujourd'hui, avec toute la pollution mentale, physique à travers la nourriture, spirituelle avec les religions, on n'est plus dedans. Hein. T'as plein de femmes que tu peux jeter à la poubelle. Je donnerai pas ma confiance à n'importe quelle femme. On est bien d'accord. Mais de base, la femme est divine. De base. Alors dis-moi à quoi tu te pollues et je te dirai qui tu es. Voilà. Maman. Je m'inclus aussi dedans. À partir du moment où tu vas en Occident, t'es d'office pollué de toute façon. Et surtout si t'es noir. Hein. Désolée, mais c'est une réalité. Je suis une femme africaine, donc je suis forcément... Et qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Je suis forcément hystérique. En plus, l'hystérie est une maladie mentale, attention. Et mais qu'est-ce que tu me fais, toi, là? Mon PC est en train de me faire... Il est en train d'essayer de me dire à quoi tu joues. Il ne veut pas ouvrir la fenêtre. Qu'est-ce que tu fais? J'ai l'impression que mon PC me fait une petite blague. Arrête ça, laisse-moi ouvrir ça. Mais pourquoi je peux plus ouvrir la page? Il est en train d'effacer les trucs. En plus, j'avais des trucs à vous montrer. Aïe, 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 attends, je coupe et je reviens. Ça, tu vas pas m'emmerder. Ok, je rouvre. Ici, là, ça fait déjà 56 minutes. Bon, on va finir ça. Je finis ça. Je termine. Et là, je suis même pas à la moitié. Je suis pas à la moitié, mais je suis partie par là. On continue. Ici, on est... Donc, j'ai même pas encore commencé l'astrophysique. Mais j'ai déjà entamé un peu. J'ai expliqué un peu. Donc, j'ai parlé de Monsieur Anderson. Il y en avait un autre. Hein. Il y avait un autre coco parce qu'il faut que je termine. Donc, je vais faire une pause parce que ça va faire 1 heure. Et puis après, on va reparler de l'autre truc. Donc ici j'avais pris comme exemple le truc de Jules Verne aussi, puisque c'était 20 milieux sous les mers. Donc ça parle forcément, je l'ai pas lu ce livre. Hein. Mais pourquoi tu me laisses pas ouvrir les trucs toi ici? C'est quoi ce bordel? Ok. Merci. Maman. Non mais qu'est-ce qui me fait espécer? Donc 20 milieux, donc en fait il est paru en 1869-1870. Donc voilà, on est à la moitié du 19e et la moitié du 19e c'est la période romantique. Donc ils sont vraiment dans l'égocentrisme et le nombrilisme au niveau artistique. Et en fait c'est le point moteur en fait de toutes les œuvres, qu'elles soient littéraires, au niveau des tableaux, au niveau des chansons, un Beethoven, etc., etc. Donc voilà, ça c'est des trucs que j'étudie à l'école. T'as vu, c'était pas une proute. Donc, je continue. J'avais trouvé un livre à la bibliothèque qui parlait du conte d'Anderson de la petite sirène, mais finalement, j'ai pris une autre parce que c'était beaucoup plus court. Par contre, il y avait l'autre qui était beaucoup plus long, et en fait, j'ai lu vite fait différentes autres, et en fait, voilà, les symboles étaient repris, étaient souvent les mêmes, et c'était surtout, en fait, pour faire une comparaison avec Disney, mais j'avoue que Disney ne fait plus vraiment partie maintenant de mes références pour pouvoir... parce qu'il y a vraiment des trucs dingues. Enfin, c'est tellement fake que finalement, je me dis, je préfère m'en référer au conte qui a été propagé à partir du 19e siècle, c'est surtout à partir du 19e siècle, pour faire l'analyse symbolique des textes et les lier à une analyse contextuelle. Parce que l'analyse contextuelle, franchement, elle est primordiale, puisque tout part du 19e siècle, là où les Noirs sont considérés comme des biens meubles. Depuis 200 ans. Genre, c'est pas comme si c'était un truc qui était sorti 2 ans plus tôt, quoi. Pendant 200 ans, donc ça a eu le temps de marteler l'esprit des gens, de se dire,
ben en fait, ça leur appartient pas. C'est nous qui sommes supérieurs. Donc le conte populaire de Blanche-Neige, il n'y a pas d'image. Il n'y a pas d'image représentative de Blanche-Neige. Donc, un, tu vas modifier l'histoire, et puis deux, tu vas mettre un personnage qui est blanc. Et puis, en 2025, il y a tout le monde qui rentre dedans. Pas dans Blanche-Neige. Hein. Oh putain, c'est dingue. Stop. Je ne ferai pas ce genre. Je peux pas faire ce genre d'humour. Je suis une femme, je peux pas. Enfin, même les hommes, ils peuvent pas. Mais bon, soit. Là, on se comprend. Chut. Attends, mais attends. Ici, là, j'ai pas l'image. Donc, donc ici, on va parler j'ai parlé des Vénus. Donc, la représentation, en fait, de ces femmes. Parce qu'il y a quand même une forme de corrélation. Et ici, donc, je vais clôturer en parlant de Blanche-Neige. Enfin, de Blanche-Neige. Non, c'est fini, Blanche-Neige. De parler donc d'Ariel, la petite sirène. Non, pas comme ça, une fois. On va parler de la petite sirène, mais je voulais faire quand même un petit crochet parce que j'ai vu donc ici, donc forcément je vais dans la partie des contes. Donc ici je tombe sur ceci, donc les contes d'Égypte. Je sais pas si vous voyez, là, on voit bien l'image. S'il n'y a pas trop. Attends. Hop. Donc les contes d'Égypte. On voit bien une représentation d'un Égyptien. Une Égyptienne qui a un teint vachement. Enfin, c'est même pas un teint pâle, mais qui ont des proportions qui ne sont pas égyptiennes. Primo. Oh merde, on voit pas bien. Oh merde. Parce que j'ai essayé de faire ça, parce que je savais pas si j'avais le droit de le faire ou pas, mais je me suis dit, ils ont osé. Donc en fait, ils ont parlé d'un conte comme ça et tout. Mais j'avais l'autre image aussi. Donc déjà, on voit une image où il représente un diable avec un trident. Alors que le trident est un symbole qui appartient au peuple mélanoderme, d'Asie et d'Afrique aussi. Expliqué donc dans l'astrophysique, parce qu'il y a cette référence en fait de l'hydrogène qui est appelé le triton. Donc c'est l'hydrogène qui possède 3 électrons. Et ça, ici on rentre dans l'énergie atomique. C'est pour ça qu'on représente aussi Osiris en vert. Mais je vais en parler un peu après. Ou demain, parce que je suis un peu fatiguée. Mais donc ici, donc il y a un conte où il raconte l'histoire donc d'un bœuf. Et ils ont mis en fait un personnage, donc un Égyptien. Et en fait, on voit pas, hein, mais je vais vous montrer la tête du gars. En fait, c'est la représentation d'un... Je crois que c'est la représentation de Toutankhamon, mais qu'ils ont représenté version occidentale. Donc avec des traits arabes et blancs. Alors qu'ils savent pertinemment que c'est faux. Ils savent pertinemment que ce n'est pas une représentation réelle de cette momie. Mais ils vont mettre dans les contes pour enfants que les enfants vont prendre dans leurs mains, que les enfants vont lire ces références-là. La mythomanie, c'est une dinguerie ici. T'appelles ça comment d'autres? La conférence du Caire, je crois que c'est en 170, 74 ou 64. La conférence du Caire de Cheikh Anta Diop, il a été très clair là-dessus. Hein. Ces gens, ils sont pas blancs. Il y a de la mélanine dessus, chouchou, vous en avez pas. Ni les Arabes, ni les Blancs. Vous avez de la phéomélanine. Les momies égyptiennes avaient de l'euromélanine. Attends. Attends, t'as la phéomélanine et l'euromélanine. Attends, je reviens vite dessus. Et à chaque fois. J'ai plus. Donc ouais, la photosynthèse super importante, hein, surtout quand on est un mélanoderme. Parce qu'en fait, oui, adénosine triphosphate, même lui il en parle. Ça par contre j'avais pas lu. Enfin si. Carbone dioxyde, donc oui. Faut que ouais. Mélanine, chlorophylle. La mélanine en fait c'est la chlorophylle. C'est la chlorophylle du. Aïe 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 aïe. On dit tous la même chose, hein. Je suis désolée. Mais c'était vraiment sympa. J'avais lu ce chapitre-là. Mais c'est des trucs qui sont tellement clairs pour moi. Donc la phéomélanine. Donc non, eux ils ont de la phéomélanine. Donc les blancs, jaunes. Et donc le mélanine, donc black et brun. Voilà. Comme ça, je me suis pas... Un peu compliqué, hein, les mots ça là, comme ça. Et donc la conférence, c'est ça.
On fait France du Caire. Je sais plus, 164. C'est quand t'as Diop. Non, non, c'est pas possible. Du Caire, donc check, quand t'as Diop. 74. Pourquoi 64, chouchou? Je sais pas. Conférence la colloque du Caire de 1974. Enfin, voilà. Mais aujourd'hui, en 2025, ils vont quand même te mettre des contes pour enfants, que les enfants vont prendre et lire, et comme ça, ils se diront pas que les Égyptiens, ces grands Égyptiens, avec ces têtes de pharaon comme ça, là, et tout, ben non, ils sont pas noirs. Tu vois? La mythomanie, à défaut d'avoir de bonnes mitochondries, on est dans de la supra-mythomanie, chouchou. Vraiment. À ce point-là, tu te dis, il y a quelque chose, hein. À quel moment? Donc ici, je vais faire une pause. Et puis, on passe à la partie... J'ai pas terminé. Ici, donc, je vais vous montrer... Non, ici. J'ai vu sur... Il y a un film, apparemment, que j'ai pas vu ce film. Sur Mama Wata, qui est fait par des Africaines. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle est jolie, cette petite. Ça, c'est bon. Ne fait pas tomber mon PC, chouchou. Ne fait pas tomber mon PC, putain. J'ai pas de sous. Ah non, hein. Et pas avec les 8000 € de frais d'avocat, hein. On va se calmer ici. Hey. Alors. Donc ici, donc il y a un film. Mais on voit pas bien les images. Je les mettrai après. Un truc, mais c'est super beau. Donc elle porte... T'as vu, on est... T'as vu J'ai fait ça avant de voir les trucs, hein. Et donc ici, j'avais différentes photos de représentation de Mama Wata. Je les rajouterai donc. Ces artefacts sont donc le serpent, donc une femme serpent qui va plus représenter un serpent qu'un poisson. Et donc c'est donc un de ses attributs. Donc voilà, c'est j'ai déjà dit, chouchou. Donc ça va être son miroir. Et le miroir est l'attribut d'Hathor. Je suis allée au Louvre, j'ai mis des artefacts sur un short. On voit tous ces miroirs, toutes les représentations. Parce qu'elle représente la beauté, mais c'est la beauté par le soin, la beauté par la connaissance. Et ça, je l'ai compris et je l'ai acquis vraiment, enfin non, quand j'étais en cours d'esthétique. Dans le sens où, quand j'étais en cours d'esthétique, je me suis dit, mais attends. Alors, oui, tu me donnes les noms de ce que je fais, mais je le fais déjà très bien moi-même. Genre, tu fais tes cuticules. Ben, je le faisais déjà très bien moi-même. Je faisais des cuticules. Parce que c'est lié aux soins, donc c'est instinctif, c'est naturel. Là où la société vous pousse au capitalisme, et le capitalisme, c'est quoi? C'est finalement vous faire croire que vous avez des besoins, qu'en fait, que vous n'avez pas besoin. Vous avez besoin d'aller chez l'esthéticienne pour t'épiler les sourcils. À quel moment? Et encore une fois, on va ici renforcer l'ego. Parce que quand les femmes vont chez les esthéticiennes pour faire leurs ongles, c'est pas pour avoir le soin de leurs ongles qu'elles vont faire ça. C'est pour avoir la domination sur quelqu'un qui va exécuter une tâche pour elle. Donc en fait, c'est l'ego qui est nourri et pas le soin du corps. Voilà pourquoi certaines femmes, même si elles sont pimpantes de la tête aux pieds, sont pas belles. Parce qu'elles dégagent pas cette énergie. Parce que quand tu vas mettre de l'énergie pour prendre tes soins, pour faire tes soins, tu vas dégager et tu vas émettre cette énergie. Et c'est ça que les gens, ils comprennent pas. Enfin, en tout cas, les meufs qui mangent. Et moi, je suis pas là en mode en disant, ouais, je regarde. Regarde, moi, je suis trop belle, chouchou. Attends. Non. C'est finalement toutes les dingueries que j'ai vécues là, que j'ai dénommées syndrome Blanche-Neige, où je me dis, il y a quelque chose que j'ai qu'elles n'ont pas. En plus, on me l'a déjà dit trop de fois. Trop souvent. Tu as une lumière que beaucoup de gens n'ont pas. Et cette lumière, elle vient de ça. Écoute-moi bien, chouchou. C'est l'effort. À toutes.